Yes, c'est bon. Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Je prends 2 secondes pour partager la vidéo, comme d'hab, et je suis à vous. Alors, where is it? Ok, bim. C'est bon, c'est partagé. Rendez-vous sur Insta. Pour ceux d'entre vous d'ailleurs qui ne me suivent pas encore sur Insta, c'est vraiment l'endroit où je poste énormément. Donc je vous invite à me suivre sur cette plateforme parce que je kiffe Instagram. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi d'échanger avec vous sur Insta. Let's go! Hey! Ah, attends, mince, pourquoi c'est penché? Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, ça va rester comme ça. Mince! Ah, attends. Ok. Hop. Oh my god. Bon, c'est bon, c'est correct. Ok, yes, let's go. Alors aujourd'hui, c'est le 27 mai. J'allais dire 1848, non. Mais c'est le 27 mai 2019 et ça fait donc 171 ans que l'abolition de l'esclavage a été proclamée pour la seconde fois en Guadeloupe. Puisqu'il y avait eu donc une première abolition de l'esclavage auparavant. Mais du coup, quand Bonaparte est revenu, il l'a mis, quand Bonaparte a été au pouvoir, en fait, il a rétabli l'esclavage aux Antilles. Hello Boubacar. Euh, donc voilà, donc j'avais envie de vous parler de l'abolition de l'esclavage de cette date du 27 mai parce que je pense que voilà, en tant que descendante d'esclaves, c'est important vraiment de faire ce travail de mémoire. Parce que ben voilà, on a des ancêtres qui se sont battus pour qu'on ait cette liberté aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment, on doit honorer en fait ce courage qu'ils ont eu, cette force qu'ils ont eu et vraiment perpétuer leur mémoire. Et c'est vrai qu'en ce moment, je fais un gros travail en fait donc sur justement tout ce qui est psychogénéalogie, vraiment au niveau, enfin un travail en fait transgénérationnel pour comprendre voilà qui étaient mes ancêtres et puis finalement quels ont été les schémas à cette époque dans ma famille en fait, donc peu importe donc soit la branche paternelle ou maternelle, donc quels ont été les différents schémas pour comprendre finalement pour mieux comprendre en fait les spécificités de ma famille aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant et du coup voilà, je fais énormément de recherches en ce moment et du coup donc voilà, évidemment pour moi voilà, le 27 mai c'est toujours un jour c'est toujours un jour qui a une très très forte signification pour moi parce que depuis petite c'est vrai que mes parents m'ont énormément sensibilisée justement à ce sujet. J'ai lu beaucoup de livres sur la situation des esclaves, la condition des esclaves, beaucoup de livres sur des grands personnages comme la mulâtresse Solitude ou Ignace en Guadeloupe. Et c'est vrai que ça me tient énormément à cœur de perpétuer la mémoire de ces figures, de la mémoire de ces gens en fait, qui ont rendu cette libération possible parce que voilà, c'est important en fait de partager cela parce que je crois que aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est ce que je vois, c'est ma vision de la réalité. Je vois vraiment qu'en fait aujourd'hui, ces stigmates en fait de l'esclavage et c'est ce que je mettais dans le post que j'ai partagé un peu plus tôt. Les stigmates de l'esclavage, elles sont vraiment bien présentes dans notre société. En tout cas, je vais parler de la Guadeloupe, c'est cette île que je connais, c'est cette île où j'ai grandi, sur cette île que j'ai grandi plutôt. Et du coup, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, ces stigmates, elles sont là. Et c'est vrai que moi, ça m'énerve en fait quand on. Voilà, donc évidemment, je fais de la méditation, mais ça m'énerve quand on me dit qu'il faut arrêter de parler de l'esclavage, que voilà, que ça va faire 200 ans, qu'il faut arrêter, voilà, que c'est de la victimisation, de continuer à en parler, ça me révolte. Parce qu'en fait, je me dis, mais putain, mais vous vous rendez pas compte, 200 ans, c'est-à-dire que concrètement, mes arrière, arrière-grands-parents étaient esclaves. Donc du coup, c'est pas si loin que ça en fait. C'est pas si loin que ça. Et il y a des choses qui sont vraiment ancrées. Ancrées, par exemple, la place de l'homme noir dans la famille aux Antilles. C'est vraiment, enfin
hallucinant de voir à quel point finalement il y a vraiment ce truc, la femme potomitan, mais pourquoi la femme potomitan en fait? D'où ça vient? Ça vient du fait que pendant l'esclavage en fait, les hommes en fait c'est simplement des reproducteurs. Il n'y avait pas cette notion de famille pour les noirs aux Antilles, enfin dans l'esclavage, et du coup le noir c'était le reproducteur. Donc en gros voilà, il passait, en gros son but c'était voilà de de créer donc une nouvelle lignée d'esclaves qui allaient travailler pour le maître. Et c'était ça son rôle en fait. Et il n'avait pas du tout cette notion de protection de la famille parce que voilà, on lui enlevait ce droit finalement. Donc du coup, il y a vraiment tout ça qui reste ancré dans notre société où il y a énormément de femmes aujourd'hui qui élèvent leurs enfants seules. Et évidemment, c'est pas une spécificité aux Antilles. Il y a d'autres endroits où il y a des femmes qui élèvent leurs enfants seules. Mais en tout cas, chez nous, c'est vrai que c'est hyper... Enfin, c'est intense de voir à quel point c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais limite, enfin pas limite, c'est vraiment accepter en fait cette idée que l'homme on n'a pas grand chose à attendre de lui en fait. Et j'ai beaucoup de mes amis qui me disent ça, mes amis femmes, qui me disent oui mais Clélia, arrête de croire que tu vas rencontrer un mec sérieux, fidèle, ça n'existe pas, faut arrêter de croire au Père Noël. Je me suis j'ai déjà eu plein de fois ces conversations pour dire mais non, enfin tous les hommes noirs ne font pas des enfants et ne se barrent pas parce que moi ce n'est pas ce que j'ai vu. J'ai eu la chance d'être élevée par mon père et c'est pas ce que j'ai vu. Alors oui, bien sûr, voilà, j'ai vu également des pères qui ont eu des enfants et qui se sont barrés, mais c'est pas, ça n'a pas à être finalement ce truc vraiment de l'homme noir où on se dit, enfin ce cliché qui perdure de voilà l'homme antillais, c'est un coureur, etc. Enfin, et ça c'est une des stigmates de l'esclavage en fait. Quand on parle de la femme noire et de son rapport à son corps, à sa beauté, à ses cheveux, à sa peau, à ses formes, c'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant en fait. Moi, je me souviens quand j'étais ado, mon rêve c'était de me faire défriser les cheveux parce que pour moi, de beaux cheveux, c'était des cheveux lisses en fait. Pourquoi? Parce que ma mère, elle avait des cheveux défrisés alors que, alors que ma mère avait des cheveux quasiment raides. De nature et pourtant elle se défrisait les cheveux parce que voilà c'était comme ça et que chez nous aux Antilles c'est vrai que ces dernières années voilà on voit de plus en plus de femmes porter leurs cheveux au naturel, mais moi je me souviens au début quand je portais mes cheveux naturels, mon père me disait tout le temps mais enfin quand est-ce que je vais me coiffer, parce que pour lui des cheveux crépus lâchés ce ne sont pas des cheveux, c'est pas coiffé, c'est pas une coiffure. Et il y a énormément de nos parents qui pensent ça parce que ils ont été élevés comme ça. Pour eux des cheveux coiffés c'est des cheveux tirés, des cheveux plats. Et c'est juste encore un exemple. Autre chose, c'est vraiment la représentativité des Antillais, des Antillais noirs à des postes à responsabilité. En tout cas, je parle de ce que j'ai vu en Guadeloupe, mais c'est quasiment inexistant en fait. C'est quasiment inexistant. Et j'ai eu l'occasion de faire un emploi étudiant là-bas. Et ce qui m'avait choqué, c'est que je me souviens, donc il y avait un cadre donc, qui arrivait, c'était un cadre d'origine guadeloupéenne qui arrivait de France. Et juste avant, il y avait un cadre de cette société, donc blanc, qui repartait en métropole. Donc ce cadre en métropole, en France, métropolitaine. J'aime pas ce terme, mais bon, bref. En France continentale, je préfère. Et du coup, donc là où, par exemple, le cadre blanc avait donc la maison de fonction, la voiture de fonction, ses frais pour ses meubles qui étaient payés, etc., le cadre antillais, noir, qui arrivait, en gros, voilà, lui, en fait, il avait la chance de venir travailler chez lui, en fait. Donc, il n'avait pas espéré d'avoir de voiture de fonction, les avantages qui étaient réservés aux blancs, voilà, lui, il n'y avait pas droit. Et franchement, ça m'avait vraiment choqué, ça m'avait énervé, en fait. Je m'étais dit, mais what the fuck? Pourquoi, genre, les gars, ils ont le même poste, t'en as un qui a droit, donc, à tous ces avantages en nature, parce que, t'imagines, tu vis pendant 3 4 ans sur une île où tu as donc ta voiture qui est payée avec les frais d'essence, ta maison qui est payée, tes meubles, ton déménagement qui est payé, et l'autre en fait, il n'a pas tout ça. Donc forcément, le pouvoir économique n'est absolument pas le même. Et du coup, ce qui m'amène au point vraiment que j'ai soulevé un petit peu dans mon poste en fait aujourd'hui. Pourquoi je fais tout ça? Je fais tout ça parce que moi aussi j'ai envie de contribuer à cet essor de la jeunesse, à cet essor des Noirs en fait plus largement, parce que j'ai envie vraiment qu'on croit qu'un maximum de Noirs, femmes comme hommes,
croient qu'en fait, ben, c'est possible pour nous d'occuper ces postes, pour ceux qui le désirent, que c'est possible pour nous d'avoir vraiment un impact positif sur la société et que finalement, tous ces clichés négatifs qui circulent, que voilà, les Antillais sont fainéants, que voilà, les Antillais, ce qu'ils savent faire, c'est... Voilà, moi je me souviens quand j'appelais, quand je prenais contact avec les universités au début, quand j'étais en Guadeloupe et que je venais faire mes études en France, quand j'appelais pour dire voilà, bonjour, j'appelle pour prendre des renseignements pour la fac de musicologie. Donc forcément j'avais un accent guadeloupéen qui s'entendait très 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 distinctement. Et, et du coup, donc on me disait tout de suite, ah, mais en fait, non, vous appelez pour le département sport ou musique ou danse? Non, je vous ai dit, j'appelle pour m'inscrire en fac de musicologie. Non, mais danse ou sport? Et je me suis dit, mais what the fuck? Et c'est vraiment des clichés comme ça, voilà. Les noirs, ils sont bons à danser, à faire du sport. Et l'intellect, je me souviens une fois, j'ai une de mes cousines qui est médecin. Et c'est le premier médecin de notre famille, en fait. Et du coup, donc du côté de ma mère. Et du coup, en fait, je me souviens une fois, j'étais avec elle et elle avait des livres à aller acheter. Donc des livres de médecine, quoi. Et donc, je me souviens, on était chez Gilbert Jeune, et là, donc elle arrive avec son gros pavé et tout de médecine. On a la caisse, et là, les gens la regardent, genre en mode qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Et franchement, c'était assez choquant pour moi parce que, en fait, quand on est élevé dans un environnement noir, parce que voilà, moi j'ai grandi aux Antilles, en Guadeloupe, j'ai grandi aux Antilles, j'ai été élevée aux Antilles, donc j'ai grandi en ne me sentant pas noire. Je vais expliquer mes propos. Quand on grandit en fait entouré de noirs, on se dit pas tous les jours qu'on est noir. Quand je suis arrivée en France, j'ai vraiment pris conscience de cette différence en fait, parce qu'on te l'a fait sentir tout simplement. Et au début, c'est un peu bizarre parce que voilà, quand tu grandis et que pendant 18 ans, t'es pas du tout confronté à ça, juste tu comprends pas en fait, tu comprends pas forcément certaines remarques. Je me souviens quand à la fac, j'avais des copines, je te dis mais c'est pas possible en fait, j'avais des copines qui m'avaient dit une fois, c'était la canicule, et je disais j'ai chaud. Et elles me regardent, elles me disent mais comment ça tu as chaud? Ouais, j'ai chaud. Mais comment tu as chaud? Tu viens de la Guadeloupe. Pourquoi tu as chaud? Tu peux pas avoir chaud. J'étais là, ok, donc je leur dis, mais en fait, j'ai chaud comme vous, voilà, que je sois noir ou beige, on est des êtres humains, on a chaud, on a froid, voilà. Et du coup, c'était vraiment quelque chose, c'est vraiment, en fait, je vous partage ça, en fait, simplement pour vous dire que, pour expliquer pourquoi je partage ce message et pourquoi c'est aussi important pour moi de véhiculer, en fait, cette idée vraiment d'empowerment pour les Noirs. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de noirs qui se disent que voilà, ils sont noirs, donc ils peuvent pas faire aussi bien que les blancs. Et du coup, je me souviens de ce mec que j'avais croisé dans le RER et qui m'avait dit, oui, ouais, franchement, ici, les gens sont racistes, etc. Voilà, genre, moi je trouve pas de travail, machin. Et moi, c'était pas mon vécu. Voilà, moi juste, je refusais d'accepter finalement ce racisme. Je me suis dit, c'est mort. Et c'est vrai qu'en tant que femme noire, vivant en métropole, on nous demande, en France continentale, on nous demande d'en faire plus que les autres. En tout cas, si on à même niveau de poste, on doit en faire plus que les autres, on doit montrer plus que les autres. Et c'est comme ça en fait. Et c'est comme ça. Et oui, c'est chiant, oui, c'est frustrant, oui, c'est énervant parce que voilà, tu as beau avoir fait le SCP ou HEC, tu vas envoyer ton CV comme tes camarades de promo pour postuler aux mêmes offres d'emploi. On va les appeler et toi, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est frustrant, c'est énervant. Et c'est pour ça vraiment que je crois que c'est essentiel vraiment qu'on développe cette confiance, cette assurance. De plus en plus, là je parle spécifiquement plus précis. J'ai du mal à parler, mais ça me transporte. Mais je m'adresse surtout aux femmes en fait, parce que je crois vraiment que en tant que femme, c'est vraiment un privilège qu'on a, en tout cas pour celles d'entre nous qui sont amenées à être mères, qui sont mères. C'est ce privilège qu'on a finalement de pouvoir énormément influencer ce cocon familial en fait. Et du coup, ancrer finalement chez nos enfants, mais évidemment ancrer chez nos enfants cette croyance qu'ils sont tout aussi compétents. Moi, je sais que ma mère, elle était prof des écoles, et souvent elle me racontait qu'à l'école, elle voyait, donc c'était des enfants, elle était prof en maternelle,
Et en fait, souvent, donc, elle voyait donc des enfants, donc des petits pourtant, c'était des enfants de 3 4 ans qu'elle avait, des petits noirs, des petits enfants noirs qui du coup bah, se laissaient complètement marcher dessus par les enfants blancs de sa classe parce qu'en fait bah, dans leur tête, et c'est là que tu te dis à quel point c'est ancré ces croyances, ils avaient c'est des enfants de 3 ans, mais dans leur tête, bah voilà, l'autre petit il est au-dessus d'eux, donc ils doivent la fermer, ils peuvent se laisser taper, etc. Et donc ma mère elle faisait vraiment ce travail auprès d'eux, bah non, toi aussi tu as le droit de jouer avec ça ou tu as le droit de parler, ou bon bref, enfin voilà, c'est un vrai, quand je parle vraiment de stigmates liés à l'esclavage, c'est c'est pas un bouchon que je pousse, c'est vraiment une réalité. Et vraiment, je pense qu'il est essentiel vraiment d'en prendre conscience pour justement bah, changer les choses, pour transformer les choses. Et justement, bah, pour agir en fait, agir comment bah, agir en créant cette table à laquelle bah, on n'a pas forcément la place aujourd'hui, on n'a pas forcément une place aujourd'hui. Bah ok, bah, on va la créer cette table, on va la créer, on va créer des entreprises, on va bah, développer un pouvoir économique. Et ça c'est important parce que bah, finalement, bah, le seul moyen d'avoir son mot à dire, c'est d'avoir de l'argent. Et, j'entends que certaines personnes, voilà, que ça les choque, mais c'est une réalité en fait. C'est le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde capitaliste. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal, ce n'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, c'est dans cette réalité qu'on vit. On a, voilà, l'argent en tout cas contribue au pouvoir dans ce monde dans lequel on vit. Et du coup, je pense que ben voilà, ce moyen qu'on a aujourd'hui, vraiment bah, de changer les choses, de transformer finalement cette image de l'homme et de la femme noire, bah, c'est nous déjà en tant qu'hommes et femmes noires, vraiment bah, en faisant notre maximum et puis en développant vraiment cette confiance en nous, en développant cette assurance et puis bah, en créant de la valeur en fait, en apportant de la valeur. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce que c'est rare pour moi d'aborder ce type de sujet, mais je me suis dit aujourd'hui c'est un jour important dans mon histoire et, euh, et de femmes noires. Et du coup, j'ai vraiment tenu à faire ce focus sur ce 27 mai. euh, Parce que voilà, parce que bah, tout simplement, pour que les choses changent, bah, il faut parler en fait. Il faut parler, il faut échanger sur le sujet, bah, voilà, voir bah, comment on peut avancer tous ensemble. Euh, Ouais, donc c'est ce que j'avais envie de partager. Et pour celles d'entre vous bah, qui se sentent prêtes pour vraiment bah, commencer dès maintenant à développer votre confiance en vous, parce que c'est ce dont on parle. Quand on a confiance en soi, on croit qu'on peut vraiment bah, transformer sa vie. On croit qu'on peut vraiment bah, attirer le meilleur dans sa vie. Et surtout, on se donne les moyens d'aller le chercher. Je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras. Donc ce sont des mantras que j'utilise et qui me permettent vraiment bah, de développer assurance, confiance en moi. Donc ils sont à télécharger juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube et donc dans la bio sur Instagram. Je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.